Désinvestir les énergies fossiles et investir dans les énergies renouvelables, le moment ou jamais. On va poser la question à notre invité. Alors que les volumes de gaz russe envoyés à l'Union européenne ont diminué de moitié en un an et que les 27 se tournent toujours, même davantage, vers les énergies fossiles, notamment le charbon pour assurer leur sécurité et leurs besoins énergétiques. Comment, dans ces conditions, respecter les accords de Paris? On va poser la question à notre invité, Hortense Lacroix, responsable ISR et gérante Action Europe au sein de Financière Arbevel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Hortense Lacroix. Ma première question, je suis allée sur le site de l'ADEME. J'ai regardé, miser sur les énergies renouvelables, c'est diminuer la vulnérabilité de son territoire face à la hausse inéluctable du prix des énergies fossiles. Pourtant, face à cette hausse, aujourd'hui, on continue d'investir dans ces énergies fossiles. Comment on l'explique ? Alors c'est compliqué parce que tout le monde vous explique effectivement que les panneaux solaires sont devenus la façon de produire l'électricité la moins chère et pourtant, effectivement, on a vu grosse déception sur ce G7 avec un espèce de rétropédalage vers des énergies fossiles, notamment vers tout ce qui est gaz. Alors, la question, c'est que c'est pas si facile, en fait. Il faut pas confondre électricité et gaz. Et si on prend le cas allemand, qui est le plus concerné par le gaz russe, puisque la moitié de leurs importations de gaz venaient de Russie, on a effectivement la claire vision. L'Allemagne a fait d'énormes progrès, d'énormes investissements sur les dernières décennies en renouvelables. Ils ont déjà quasiment la moitié de leur électricité qui est fabriquée en renouvelables. N'empêche que leurs industries qui consomment du gaz, elles, ont besoin de ce gaz. Et donc, la question qui se pose actuellement avec effectivement Nord Stream, qui a divisé là brutalement depuis le 15 juin, Nord Stream n'apporte plus que la moitié du débit qu'il avait initialement. La question, c'est comment substituer ce gaz. Et on ne peut pas demander en fait à un process industriel immédiatement de passer du gaz à l'électricité. C'est souvent possible, mais ce sont des investissements importants, donc ça ne peut pas être instantané. Donc aujourd'hui, la stratégie européenne, c'est de remplacer des énergies fossiles russes par d'autres énergies fossiles qui viennent d'ailleurs. Malheureusement, la stratégie, pour la faire très courte, si on regarde toujours le cas allemand, parce que essentiellement, il y a l'Italie qui est un petit peu touchée, mais qui a très vite réussi à diversifier par d'autres énergies, d'autres imports de gaz, essentiellement sous forme liquéfiée. La France va réussir à s'en sortir aussi avec un petit peu plus d'imports. On a notamment un nouveau terminal qui arrive fin 2023 au Havre qui va réussir à complètement substituer les importations russes. Donc le problème se pose vraiment en Allemagne. Alors l'Allemagne a essayé de pédaler en urgence avec des approvisionnements en gaz liquéfié, mais comme ils n'ont pas de terminal d'importation à ce stade, il a fallu passer par des navires de regasification qui seront sur les côtes allemandes et qui vont importer. Ils ont besoin, grosso modo, jusqu'à mi-2024 pour substituer ce gaz russe et réussir de façon durable à trouver des approvisionnements en gaz liquéfié. En attendant, la petite rustine qui a été trouvée, c'était que la faible part d'électricité encore produite à base de gaz, 10% de leur électricité en 2021, va être transférée sur le charbon. Et la lignite. Donc c'est assez dramatique parce que ce pays qui a eu des décennies d'investissement et qui a vraiment pris le lead européen sur la partie renouvelable va se retrouver fin 2022 avec 40% de son mix énergétique qui est produit par des énergies fossiles. Et de façon, on le sait, monstrueusement polluante. C'est environ, sur ces 18 mois de période de transition, ce sera environ 50 millions de tonnes de CO2 qui seront produites en plus. Donc on est bien loin des objectifs que ces États se sont fixés, notamment en vertu de l'accord de Paris. Malheureusement, on est dans un cas complètement exceptionnel, mais c'est vrai, pour avoir calculé des trajectoires carbone, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les premières années de votre modélisation comptent énormément. Donc, plus vous retardez le moment où les efforts commencent à être mis en place, plus votre trajectoire est mauvaise. Donc, une trajectoire à 1,5 ou inférieure à 2, comme les accords de Paris avaient souhaité le mettre en place, ça paraît effectivement de plus en plus difficile. Hortense Lacroix, un mot aussi sur les marchés financiers, puisque là aussi, ça vous intéresse chez Financière Arbevel, évidemment. Comment les valeurs énergétiques, alors renouvelables ou non d'ailleurs, ont-elles été impactées ces derniers mois sur les marchés ? Alors, les énergies renouvelables, pour commencer par ce qui va bien, ce qui va dans le bon sens, les énergies renouvelables ont considérablement bénéficié de la crise russe.
parce qu'on a tout de suite compris qu'il y avait effectivement une pénurie massive d'énergie, que les investissements devraient être relancés, donc on aurait a priori une accélération des capacités installées au cours des prochaines années. Et puis à court terme, il y a eu un effet un petit peu d'aubaine. Vous savez que le mécanisme de fixation du prix de l'électricité en Europe, c'est l'énergie marginale qui fixe le prix. Donc c'est le gaz actuellement en Europe qui est l'énergie marginale. Donc la hausse du prix du gaz s'est répercutée sur la hausse du prix de l'électricité. Un certain nombre de producteurs d'énergie renouvelable sont exposés au prix spot, donc au prix du marché, et ont bénéficié donc de cette hausse de prix dans leurs revenus. Donc on ne désinvestit pas les énergies renouvelables, c'est ce que on vous ne désinvestit dites, pas. Mais sur le court terme, en tout cas, la stratégie, voilà. Il faut aussi, on parlait de sécurité énergétique, subvenir aux besoins des États membres. Voilà, il faut réaliser, là, en bourse cette semaine, on a eu des chocs terribles parce que l'Allemagne a annoncé rentrer dans sa phase 2 de son plan d'urgence d'approvisionnement en gaz. Il faut bien se rendre compte que ça veut dire potentiellement, si on arrive à la phase 3, c'est des confiscations de gaz, mais déjà en phase 2, on annule purement et simplement des contrats qui ont été signés. Donc si vous, dans votre industrie, vous avez eu la perspicacité de vous approvisionner à horizon 3 ans à des prix très intéressants en gaz, d'ores et déjà, du fait de cette phase 2, donc qui n'a pas encore été votée au Bundestag, Bundesrat, mais qui a été annoncée, dès à présent, votre prix d'approvisionnement est remis en cause. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne veut avant tout, et ça va dans le bon sens d'un point de vue environnemental, avant tout donner un signal prix. Ça veut dire, si effectivement il y a un problème d'approvisionnement, la première réponse doit être une augmentation considérable du prix du gaz, et ils n'hésitent pas à le faire porter à leurs ménages, aussi bien qu'à leurs industries, pour que la consommation baisse un petit peu en retour. Donc c'est une partie de la réponse également. Vous prenez beaucoup cet exemple, Hortense Lacroix, de l'Allemagne. C'est pas anodin. C'est pas anodin, on la regarde, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un quart du gaz au niveau de l'Union européenne, c'est énorme. Ils sont très industrialisés, ils étaient extrêmement dépendants du gaz russe également. Donc effectivement, c'est eux qui sont en pénurie. Comme je vous le disais, il y a des réserves stratégiques qui sont assez importantes en Italie, aux Pays-Bas, en France un peu. Donc il y aura ces espèces de discussions, on l'a vu au niveau du G7, de solidarité pour essayer de faire circuler le gaz au sein de l'Europe. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Des lignes électriques haute tension, très haute tension entre les pays pour partager et lisser un peu nos prix d'électricité, on a. Des pipes qui traversent toute l'Europe entre la France et l'Allemagne, on en a, qui habituellement fonctionnaient dans l'autre sens puisque ça venait de Russie. Par exemple, entre la France et l'Italie ou la France et l'Espagne, vous avez des chaînes de montagne qui font que jusque-là, on ne les a pas installées. Donc, ce n'est pas si simple de répondre à cette crise. Le temps file. J'aimerais juste parler un tout petit peu de ce que vous faites avec Financière Arbevel, comment vous accompagnez les entreprises. D'ailleurs, est-ce que vous en accompagnez des entreprises dites polluantes ? Voilà, est-ce qu'on les accompagne dans le verdissement de leur activité ou alors est-ce qu'on dit non, voilà, vous... Énergie fossile, on dit non. Voilà, expliquez-nous un peu votre travail en quelques secondes. Le temps passe trop vite. C'est une très très grande question parce qu'effectivement la réglementation qui nous oblige, nous, dans la gestion d'actifs, à communiquer de plus en plus sur l'empreinte des fonds et ce que font les fonds, part un petit peu dans différentes directions et on ne sait pas exactement, j'imagine au niveau du porteur, la difficulté de faire ses choix en fonction de toutes les informations qui sont données. Il y a deux solutions. Soit on dit tout de suite on veut être extrêmement propre et on veut avoir une empreinte carbone absolument parfaite. À ce moment-là, c'est facile. Vous sortez de tout ce qui est énergie fossile, vous sortez des aciéries, vous sortez des cimenteries. On sait exactement qui sont les gros émetteurs de carbone. L'exclusion, c'est quelque chose d'assez facile. On n'a pas l'impression forcément que c'est en excluant qu'on va aider les industries à se modifier. Alors nous, chez Financière Arbevel, et particulièrement le fonds que je gère, Pluvalka Sustainable Opportunities, on a choisi d'investir dans les technologies innovantes qui permettaient aux sociétés de faire autrement. Ça veut dire, voilà, si on prend l'exemple d'une aciérie, quelle est la technologie qui va permettre aux aciéries d'améliorer considérablement leur empreinte carbone pour produire exactement le même produit? On va terminer sur ces mots, il nous reste malheureusement plus de temps. Merci beaucoup Hortense Lacroix d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable ISR et gérante Action Europe au sein donc de Financière Arbevel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.